Bonsoir. Bonsoir. Alors, on est en train de commencer notre premier épisode d'un nouveau podcast. Moi, c'est Charlie. Et moi c'est Arthur. Arthur, est-ce que tu peux te présenter en deux mots un petit peu? Je suis ami de Charlie depuis pas mal de temps maintenant. On a été un peu rapprochés par le cinéma. Pour ma part, j'ai fait les études de cinéma que je viens de finir, 5 ans d'études en Belgique. Et j'aime toujours ça, j'aime toujours dans ça. Et donc voilà, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un podcast sur le cinéma, une espèce de critique d'un film par podcast. Un review, ouais. Un J'aime bien le mot review, moi. Ouais. T'aimes bien le débrief, toi? Ouais. Le débrief review. Le débriou, on pourrait l'appeler. Le débrouillou. Et bah oui, du coup, moi aussi, ça me fait vachement plaisir de pouvoir enfin commencer ce podcast. Ouais, putain, depuis le temps qu'on en parle, on a même failli pas le faire, mais voilà. Ouais, c'était. Ouais. On va vous expliquer un petit peu tout ça. Et toi, tu veux te présenter? Oui, alors moi c'est Charlie, 8 ans de boulangerie, 2 ans de golf, Une plus grande vidéothèque que moi. et du coup c'est parfait je pense pour parler de cinéma comme formation. T'es un peu le spécialiste de l'émission en fait. C'est ça. C'est Un peu ça, comme Michel. c'est ça, voilà quoi, entre la farine et puis la réalisation. D'accord. Voilà. Donc voilà, le film qu'on a choisi ce soir, qu'on vient juste de finir de regarder. Ben en fait, D'ailleurs, voilà. on l'a même pas fini. D'ailleurs, on l'a pas fini. Donc commençons par le début. C'est donc le film s'appelle The Raid 2. C'est un film assez récent de 2014. Réalisé par Gareth Evans. Un film américano-indonésien. Donc c'est un des comédiens indonésiens, c'est en indonésien et c'est un réalisateur américain, donc Gareth Evans, qui l'a réalisé. C'est la suite de The Raid, Ouais. qui a été fait en 2011, si j'ai tout bien compris, qui est Ouais, sorti en c'est 2012, ça. si j'en crois à Wikipédia. Et tu veux prendre la suite, tu Et veux ça, parler du un et ça promettait, en fait. Hein. On s'est dit, putain, il faut qu'on le voit. C'est vrai, grosse attente en fait sur ce film. Grosse attente pour moi, je crois, personnellement, moi, pour 3 raisons. Mm. Déjà, le 1. Ensuite, le trailer. Le trailer donc du 2. Ouais. Et la troisième raison, c'est que le trailer, je l'ai connu par un tweet de Kevin Smith. Ah oui. Qui disait, putain, ça va être trop bien. Alors, 3 raisons pour moi. Et toi? Les raisons qui t'ont poussé à penser que... Les deux premières de toi. Ouais, le trailer. J'ai commencé par et le le trailer du 2. Ça t'a donné envie de voir le... Je me suis dit, tiens, j'ai essayé de le trouver. Enfin, évidemment, il n'était pas encore sorti au cinéma, donc je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé le 1, je l'ai regardé. J'ai passé un chouette moment, même si j'avais des choses à redire, mais j'ai trouvé que globalement, c'était plutôt réussi. Le job était fait dans le sens où c'était un bon film d'action. On va peut-être d'abord pitcher un peu la situation. Ouais. Alors, pour faire dans l'ordre, le 1, c'est des flics coréens, pas du tout indonésiens, qui veulent infiltrer une tour d'immeubles désaffectés, infestés de junkies et surtout d'un cartel de la drogue. Voilà. Qui a le contrôle total de l'immeuble et de tous ses habitants. Avec caméra surveillance et beaucoup d'armes. C'est ça. Il autorise les gens à habiter dans leurs appartements. Ils n'ont pas besoin de payer le loyer. En échange, il faut qu'ils soient, qui protègent contre la police l'accès à l'immeuble. Et donc c'est clairement une mafia. C'est que oui, ils admettent que c'est des bad guys. Et vas-y, venez nous chercher. Et je crois qu'il raconte que, au début qu'il y a eu plusieurs raids et qu'aucun flic n'a réussi à atteindre le tout en haut qui est le QG du chef. Je c'est crois ça. qu'on se trompe. Un
truc un petit peu, je crois, irréaliste, mais, mais ça fonctionne. Hein. Oui, c'est assez crédible en fait. Et il y a ce truc qui marche assez bien, souvent dans les films d'action simples, c'est le huis clos, qui permet, je trouve, d'avoir un... Là, je suis déjà en train de rentrer dans l'analyse. Restons sur l'histoire. Donc l'histoire, c'est donc, on suit ce jeune flic, qui est assez expert en art martial. Donc ça, c'est de base, c'est juste un flic qui se défend vraiment bien. Il touche sa bille, ouais, il touche plutôt bien sa bille. D'ailleurs, je crois que le film s'ouvre sur des scènes de lui en train de s'entraîner. Ça marche donc assez bien. On suit ce type-là voilà, il y a des trahisons, ils se font bien baiser la gueule dès le départ. Et lui se retrouve un peu bloqué à vouloir essayer d'abord de s'enfuir et puis après décide finalement d'atteindre le chef, je crois. Puis il rencontre son frère. Il rencontre son frère qui est en fait infiltré chez les drogués. Pas infiltré en fait, il est juste carrément de leur côté, quoi, du côté des... C'est pas du tout une infiltration, c'est qu'en fait il a mal tourné, frère, quoi. Il a mal tourné, il a Je perdu... savais que j'aurais dû mettre les sous-titres. Il a perdu, il a perdu contact avec un peu avec le père depuis un moment, etc. Et je crois qu'il en savait rien que son frère était là-dedans. Il me semble. Non, je crois pas. Je sais plus. Je crois qu'il en savait rien et il a Je suis pas certain. Ah si, non, si, ouais, non, si, il le savait, il s'en doutait, et puis quand il le rencontre, c'était un petit peu genre pas trop étonné. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On discute, on est frangins, après tout. Ouais, il commence un peu à se mettre sur la gueule, mais finalement ça passe. Non, c'est pas sur la gueule, si, ouais. Enfin bref, ça c'est le 1. En gros, il finit par ressortir et réussir à sortir. L'escouade est complètement décimée, mais il réussit quand même à sortir. Le chef du cartel est mort. Ouais. Et ils ont tout ce qu'il faut pour descendre, pour faire tomber ce cartel. Ils ont toutes les preuves nécessaires pour faire tomber le cartel. Mais on comprend assez vite que l'Indonésie est complètement corrompue, la police ce qui nous amène au 2. Petite transition. Le 2, on attaque sur donc toujours ce même flic qui se retrouve en fait dans une situation assez dérangeante, c'est-à-dire qu'il est poursuivi en quelque sorte par un mec encore plus grand chef du cartel est au courant de la situation. Il sait que ce flic-là a les moyens de faire tomber une partie de l'organisation, et du coup un type qui n'est pas corrompu lui dit: le seul moyen que tu aies de t'en sortir, c'est de t'infiltrer chez eux pour faire tomber le grand chef. Ça va? Ouais, je pense que c'est une bonne façon de le raconter, ouais. J'ai l'impression. Ça va. Je pense qu'on peut peut-être aller un petit peu plus droit sûr. au but, en disant que en gros ça commence. Pour arriver à commencer son infiltration, bah, il va directement en tôle avec le fils de ce mec du grand cartel. Il se fait arrêter, il va en tôle, et à partir de là, bah voilà, c'est son infiltration qui commence. Et puis le film, bah, c'est un film de double agent, quoi. Et scénaristiquement, c'est assez, décevant, parce que c'est pas intéressant, on s'est pas mis dedans. Et du coup ça fait que on a dit au bout d'un moment, malgré les scènes un peu cool d'action, on a arrêté parce que c'est 2h30 en plus. 2h30, au bout d'1h30 de film, on a stoppé, quoi. Voilà, c'était un petit peu trop, quoi. Mais du coup on s'est dit podcast ce soir sur un film qu'on a vu aussitôt. C'était l'idée de le faire. Les conditions dans lesquelles on l'a vu, c'est qu'en fait on l'a téléchargé sur internet. On l'a téléchargé sur internet illégalement. C'était avec des sous-titres, donc on l'a vu en version originale avec des sous-titres anglais, pas très bien calibrés, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'infos et ça partait vite.
ça parlait vite et du coup en fait c'est des sous-titres qui sont pas très très bien faits dans le sens où on n'a pas le temps de lire l'entièreté. Ça s'affiche trop, ça s'affiche vite et ça repart trop rapidement. Et du coup, je crois qu'on a pris notre leçon. Qu'on sait que notre prochain épisode de podcast, on aura un film bien poncé à l'avance. Ouais. Au niveau de la qualité et des conditions dans lesquelles on verra, ça peut aider. Ah ouais, moi je suis pas contre de voir des films de merde et de parler de films de merde. Bien sûr, complètement. Je pense qu'on peut apprendre des choses aussi du caca. À savoir que là par exemple aussi que c'est bon à savoir qu'il est 5h58 du matin. Du matin. Et qu'on a passé la soirée à attendre que les films se téléchargent et que voilà. On peut dire que le premier essai c'était une mise en jambe. La planète. Comment c'est le titre en français? The Dawn of the Planet of the Apes. Of the Apes, ouais. C'est ça. Et ça n'a pas marché, la qualité est trop pourrie. Donc, ouais, c'était un screener. Voilà. Donc voilà, on s'est rabattu sur The Raid, qui faisait un peu office de second choix. C'est ça. Un petit point, Charlie, je t'en prie, tu peux ouvrir le bal. J'ouvre le bal. Bah moi, le premier point que j'ai envie d'aborder, et puis je pense c'est celui qui me parle le plus, c'est l'accompagnement du spectateur dans le truc, quoi. J'aime pas trop dire du mal des films, mais en même temps, j'ai pas trop le choix. Bah oui. Mais là, il y a à aucun moment le film n'est fait pour tendre la main au spectateur et lui dit putain, est-ce que tu as envie de. On te fait partager l'histoire. Non, c'est. On fait notre histoire, on fait nos têtes de dur, on fait nos machins et on te. Et puis bah voilà. C'est comme tu avais dit l'expression fan. Fan service. Fan service. C'est-à-dire qu'ils ont donné dans ce deuxième opus tout ce qu'il faut pour. Tout ce qui a plu dans le premier, c'est-à-dire des scènes d'action assez violentes et assez réalistes, des plans hyper travaillés en termes de et une réalisation assez efficace et assez sèche, je dirais, plutôt à l'image du scénar. Ils ont ajouté à ça ce qui faisait la force du premier, j'ai trouvé, c'était la simplicité du scénario, qui rendait le film du coup efficace dans la forme aussi, c'est-à-dire qu'on avait pas trop de personnages dans un lieu unique avec un scénario simple et des scènes d'action super efficaces. C'est ce qui fait la force de plein de films d'action. Je pense à Crank, le scénario est tout pourri. Crank, c'est voltage machin, c'est Jason Statham qui doit toujours avoir de l'adrénaline dans le sang pour hypertension. Ouais, hypertension. Ouais. Voilà, ça c'est typiquement un film d'action très efficace, c'est-à-dire que tu as un scénario tout con, mais ça te permet d'avoir des scènes plutôt cool desquelles tu peux profiter. Pourquoi? Parce que tu suis un seul personnage et que tu as tout à fait le temps de te projeter dans lui et de profiter de ces scènes-là. Et je trouve que là, dans ce deuxième opus, pour moi, ils ont balancé un scénario tellement compliqué que tu as le temps de rien comprendre, quoi. Les scènes d'action arrivent au fur et à mesure de la narration et on n'a pas toujours saisi, et c'est toi qui l'as dit, je trouve que tu as très bien dit ça, on n'a pas le temps de saisir un peu les enjeux que les scènes d'action arrivent et que voilà, on ne sait pas pour qui on est. Ouais, c'est comme au début finalement, c'est vrai que si vous commencez par le 2, le héros finalement, il commence à se bastonner dès le début, c'est hyper dangereux pour sa gueule, mais finalement, si on n'a pas déjà un petit peu de sympathie pour lui, parce qu'on a vu le 1, finalement, on s'en fout un peu de sa gueule, quoi. Et heureusement qu'on a vu le 1 et qu'on se disait, bon, bah ce serait bien, mais même là, je m'en foutais un peu, en fait. Si je serais fait défoncer la gueule, je me serais dit, oh putain, il y a ce truc de ouf. Bon, ça aussi, c'est Iko Uwe, c'est ça, son nom, c'est Iko Uwe. C'est un nom pour rêve. Et toi, ton point? Bah, mon point, il peut être assez long en fait. Vas-y, balance. Je trouve que je pense vraiment qu'ils se sont plantés sur ce coup-là parce qu'ils ont vraiment fait, comme on disait, du fan service.
Pour moi, l'essentiel d'un scénario, c'est d'abord, comme tu disais, tendre la main au spectateur et lui dire venez, on va vous raconter une histoire. Et à partir du moment où on lui raconte une histoire et où il est impliqué émotionnellement, alors on peut avoir des questionnements esthétiques et visuels. Donc à partir du moment où on est intéressé par le personnage et par ce qui va lui arriver, alors en tant que spectateur, on peut s'intéresser dans un second temps et apprécier des beaux plans, une mise en scène efficace et des scènes d'action. Dire qu'une scène d'action sans savoir qui est le gentil, qui est le méchant, voilà, qu'est-ce qu'il va gagner s'il gagne et qu'est-ce qu'il va perdre s'il perd. Tout ça, si on l'a pas, on peut juste pas investir émotionnellement le film et du coup on en perd tout l'intérêt. On a juste des images qui défilent devant nos yeux et ils sont en plein là-dedans. C'est-à-dire qu'à aucun moment ils vont rendre les choses logiques. Je prends cette première séquence de combat qui est dans les toilettes. Donc on a le héros principal qui est dans les toilettes, on a l'impression qu'il fait caca, mais en fait pas du tout. Il attend à l'extérieur de la porte des toilettes qui est fermée à clé. Il y a tout un tas de types qui sont là pour lui péter la gueule. Donc la porte tremble tellement ils sont énervés derrière. Et donc visuellement c'est très intéressant parce qu'on a quelqu'un qui est là assis sur son trône, qui a l'air vraiment pas bien, qui a l'air de se préparer au pire. La porte tremble, le verrou petit à petit perd ses vis et d'un coup, blam, la porte s'ouvre et là une vingtaine de gars affluent à la porte et c'est marrant, c'est qu'il en chope deux, il referme la porte derrière eux. Voilà. justement par une prouesse de kung fu, ouais, voilà, d'art martial. Ouais, d'acrobatie même, oui. Parce que il arrive à juste enfermer les deux, il leur pète la gueule, il ouvre la porte, il en fait rentrer un, il y en a un qui force derrière, etc. C'est assez rigolo. Ouais, c'est plutôt réussi d'ailleurs. Mais le truc, moi qui m'a emmerdé, oui, dis-moi. En tout cas, voilà, je vais dire juste tout de suite parce que c'est vrai que ça vaut le coup pour ça. Le film, on peut avoir envie de le voir. Moi, je le conseillerais. C'est vrai qu'on a commencé par les points négatifs. Je conseillerais peut-être pour ça quand même, parce qu'il y a des trucs quand même cool et rigolos. C'est vrai que si on n'a pas trop, voilà, c'est un film qu'on peut à la limite se faire en mode accéléré et aller choper les scènes de combat et se les regarder. Je veux dire, c'est pas impossible. Là, il y a moyen de prendre un certain kiff du coup. Comme mater un match de basket, tu regardes des grosses actions. Un truc de free fight ou. Ouais. Oui, moi je comptais venir au point plus positif après. Je vais continuer sur les points négatifs. Ouais. Donc moi, ce qui m'a emmerdé, donc cet exemple de séquence, pourquoi ? Parce que en fait, il se trouve que cette porte est ouverte par le dessus. Ouais. Elle est tout à fait accessible par le dessus. Ouais. D'ailleurs, il y a un moment, il y a un mec qui... D'ailleurs, il se débrouille pour... Il y a un type qui, une fois que la porte est ouverte, essaye d'enjamber la porte pour atteindre le type. J'en viens à la conclusion que, normalement, en toute logique, dans la vie, les mecs auraient vu que la porte était ouverte, que le plafond, il n'y avait pas de plafond, et donc ils se seraient passés par-dessus. Mais évidemment, en termes de mise en scène, c'est vachement moins intéressant. Ben oui. Parce que il n'y a pas cette histoire de suspense de la porte et tout ça. Mais c'est surtout qu'en plus, les mecs se sont dit, putain, il y a un mec dans les chiottes. Il faut lui défoncer la gueule. Les gars, ils y vont en mode un groupe et un cerveau pour tout le groupe. Et un cerveau animal. Ils sont pas énervés animalement de péter la gueule de ce mec-là. Non. C'est que quand tu viens de te faire buter ta femme que tu deviens animal. Et c'est pour un seul mec normalement. Ou alors quand t'as une guerre ou je sais rien, enfin bref. Et là c'est là que j'ai trouvé ça complètement aussi débile dans cette scène là. C'est que normalement les mecs ils arrivent, ils disent putain il est là dans les chiottes, il y en a un qui va essayer d'être chopé les pieds par le bas, l'autre qui va arriver par dessus, essayer d'écouter d'abord et puis complètement. Encore un manque à gagner ici. Ouais, je suis complètement d'accord. Je pense qu'en fait, ils ont pris le truc par le mauvais bout.
Ils se sont dit, on va faire une séquence où le mec il est assis sur ses chiottes. Et là, il attend. On a coupé le son, on sait pas trop ce qu'il attend. Puis petit à petit, t'entends. Et là, tu vois la porte qui tremble. Et là, tu comprends. Ouais. Et là, et les mecs ont commencé à réfléchir comme ça. Et si ça se trouve, après, ils ont trouvé leur décor. Et ensuite, ils se sont dit, ah, en fait. Donc, c'est ça. Ils ont pris le truc dans le mauvais sens. Ils se sont dit, on va faire une belle séquence. En termes de mise en scène, ça va être chambé. Mais pour moi, ils se trompent. Pour moi, la logique du scénario, la situation, passe en premier. Et tout le film est truffé de ça. C'est-à-dire qu'ils mettent en place des séquences. Si tu veux, parle du truc des 5 mecs. Des 5 mecs, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une séquence où 2 types doivent discuter. On n'a même pas très bien compris les enjeux de cette scène. Et en quelque sorte, un très très méchant offre au très méchant de tuer des types avec un cutter pour se venger. Il met les 5 types en randonnion. Les types sont déposés, ils se débattent dans tous les sens. Les types sont déposés par des malabars. Les malabars se cassent et à partir du moment où les malabars sont partis, les 5 types se retrouvent tout seuls, à genoux. Les ligotés, les mains derrière le dos. Et ils sont sages tout d'un coup. Ils sont tous sages. Ils sont tous sages. L'idée c'était de les égorger, donc de faire tomber leur sang de leur corps. Sauf qu'on est sur une moquette qui doit faire à peu près 120 mètres carrés. Si on entache un morceau, il faut tout changer. Et ils arrivent et ils les butent là sur la moquette sans protéger quoi que ce soit. C'est con, mais j'y ai pensé tout bas. Charlie à un moment l'a formulé et on s'est dit mais c'est quand même débile. La séquence aurait été top. T'avais un gros type qui déroulait un tapis une bâche en plastique. Même stylé, une bâche en plastique transparente, un truc qui pourrait être bien. Et là tu te dis oh putain ça va chier. Ça aurait été une plus-value. C'est pas que c'est simplement juste un truc qui est pas bien, mais c'est un manque à gagner. C'est que là il y aurait eu moyen de rajouter des trucs qui auraient fait qu'on aurait été encore plus dedans et qu'on aurait plus kiffé. Et qui l'ont pas fait. Non. Comme t'as 5 mecs au bord de la mort qui s'apprêtent à se faire égorger froidement comme ça. C'est une opportunité de malade pour donner des émotions de ouf. D'ailleurs, ils y arrivent super bien dans le premier. Ça commence comme ça. T'as des types qui sont à genoux et t'as un type qui va les tuer avec un marteau, je crois. Et tout ce gun et puis le dernier, il n'y a plus de balles. Ah oui, il prend le marteau. C'est ça. Ça marche vachement bien cette scène. Vachement mieux. Enfin bref, pour revenir au fait que. Mais il n'y a pas de logique. Les principes de mise en scène sont mis en premier. La logique du scénar n'est pas du tout respectée, ce qui nous met nous en tant que spectateurs dans des fois des incompréhensions, des doutes. Des doutes, oui c'est ça. À un moment on vient à se poser des questions. Je sais que le cinéma est fait pour faire passer les récits pour des lanternes, mais il y a des limites. Faut pas prendre le spectateur pour un con. Pas à ce point-là en tout cas. Et tu trouves pas que comment dire, cette scène-là en particulier, elle était notamment censée mettre à l'épreuve le sang-froid et le sang-froid et en même temps à montrer à quel point le mec qui égorge est un monstre et que du coup faire que des mecs se débattent et supplient pour un truc, ça aurait accentué ça d'autant plus. Et que du coup, le fait de ne pas l'avoir fait, ça minimise le fait que c'est un monstre un peu. C'est juste, ok, il les a égorgés, c'est pas un mec bien, mais du coup... Je sais pas, moi je crois que si jamais j'avais voulu montrer le sang-froid d'un type, j'aurais justement mis un type tout seul, et qui lui dit, vas-y, fais-le. Pas un type qui se débat, qui s'énerve. J'aurais justement pris un type, on sente que ça... Enfin, qui veut pas mourir, mais qui met au défi un autre type de le faire. J'ai pas très bien compris cette séquence. Il y a une succession en fait d'effets visuels qui font qu'on passe un peu à côté de. Est-ce que tu retiens un truc qui t'a plu là, comme ça, au out of the blue là, en 10 secondes, un truc qui t'a plu?
Bah non. J'ai aimé les scènes d'action, comme je te l'ai dit. Mhm. Est-ce qu'il y a un moment qui m'a plu? Le plan du film. Je trouve vraiment classe. Avec la trou là. C'est le plan large où t'as la voiture qui arrive. Et il y a déjà le trou creusé. La tombe de creusé. Ah oui, oui. Ouais. Et le truc du sac. Et le truc du sac. Qui nous a fait chier. Le film a commencé là-dessus. Et ça aurait dû... Enfin franchement ça aurait vraiment dû nous... En fait le film commence par... c'est intéressant d'en parler. Dans un plan très 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 large. Très 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 large et très 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 beau. De haut. Dans un pseudo top shot. On voit une tombe de creusé dans la terre. C'est sur un paysage de champ. Un champ... C'est un chemin entre deux champs de maïs, un truc dans le genre. Exactement. Et on voit une voiture qui arrive près de on comprend très vite, près de ce trou, on comprend très vite que c'est une tombe. Et on se dit, ah, il va y avoir un type qui va se faire foutre dedans. Et on s'est dit, ah bah forcément, il va avoir une cagoule sur la tête. Et là on s'est dit, mais non, c'est con, le type, il n'a pas raison d'avoir une cagoule sur la tête. La seule raison pourquoi il aurait pu avoir une cagoule sur la tête, c'est pour ne pas reconnaître le chemin. Le chemin, ou ouais, voilà, qu'il ait quelque ou chose à qui ramener. étaient ses agresseurs. Voilà. Sauf que le mec mais va seulement, crever. de toute façon, va crever, et c'est le programme. Une fois esthétique, Ouais. Et pas de logique scénaristique. Voilà. Et du coup, on s'est dit, sans déconner, on a commencé très mal. On s'est dit, ça va être trop bien comme regarder. Et pourtant, puis ça, on s'est dit, oh, je suis sûr qu'il va y avoir un sac sur la tête, ça va être con. Bon, normalement, s'il y a un sac sur la tête, c'est un bon film. S'ils sont pas cons. Et là, on s'est dit, sans déconner, s'il y a un sac, c'est que c'est un film à la con. on arrête le film. On arrête le film. Et on voit un sac sur la tête. Là, direct, on s'est dit, c'est pas grave, ils peuvent faire une erreur et tout. Ouais, mais non, c'était, je crois qu'on aurait... C'est super con. Je crois qu'on aurait dû suivre notre feeling sur cette première scène. Hein. Ouais, voilà. Oui. Ouais, cool. Le mec, donc, après donc 2 ans qui passe en tôle à se foutre sur la gueule avec des mecs, à prouver finalement que c'est un voyou, qui a de connaissances avec personne, enfin qui est loin d'être un flic. Il ressort du truc, il se fait donc prendre dans l'équipe du gros cartel, etc. Et on lui dit, voilà, machin, tu vas bosser pour nous plus ou moins maintenant, mais bon, vu que je fais confiance de toute façon à personne, fous-toi à poil, pour vérifier qu'il n'y a pas de micro, pour vérifier quoi là, machin, etc. Il n'y a pas de problème. Il lui brûle ses vêtements, il lui en redonne de nouveau, il lui donne un téléphone avec une carte SIM, etc. Et là, le bâtard. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Et là, il l'emmène dans un appartement. Il lui dit, bah voilà, ça c'est son appartement, c'est le truc de luxe, super classe. Et il dit, bah voilà, un mec qui est super bien habillé, super bien sapé. Il dit, bah moi, tu vois, je bosse pour le chef du cartel et voilà, il m'a tout donné depuis que je suis là. Si tu veux être comme moi un jour, bah là, tu commences, tu fais pas le con et puis ça ira très bien pour toi. Voilà, l'été de ton appart, amuse-toi bien quoi. Il se casse et là. Le mec, voilà, il se met dans l'appart, il met la musique à fond, il sort son téléphone qu'on lui a donné. Il enlève la carte SIM. Il enlève la carte SIM et il va chercher, on imagine, genre dans une peut-être cavité ou une plaie à l'intérieur, au fond de sa joue gauche, ou sous les dents ou sous la langue, j'en sais rien, une carte SIM, sa vraie carte SIM. Tac, il la fout à la place. Et là, il appelle son chef de la police pour le tenir au courant, voilà, lui dire comment ça se passe, etc. Qui sont hyper dangereux. Et ça, j'ai trouvé ça cool, le coup de la carte SIM. Et ce que j'ai trouvé super, ça pouvait vraiment amener à quelque chose de génial. Et finalement, enfin, parce que moi, c'était peut-être. Ouais, je pense que c'était bien utilisé. C'est qu'en fait, juste après avoir fini son coup de fil, il hésite un peu. Tac, allez, il appelle sa femme, à qui il avait dit normalement qu'il serait absent pendant quelques mois. Finalement, ça fait 2 ans, elle a pu se poser plein de questions, elle était au courant de rien, elle était censée être au courant de rien, de toute façon, il fallait pas qu'elle le soit. Et il l'appelle, et à ce moment-là, parce qu'il a envie de bien entendre ce qu'il va se dire, il y a un plan ralenti et très très proche sur son doigt
qui va sur son oreille libre se boucher le son parce que il y a la musique à fond parce qu'il fallait pas que les autres de l'extérieur voilà, qu'il fallait pas que les gens de l'extérieur puissent entendre ces conversations, donc il a mis la musique à fond et là il se bouche l'oreille et là il y a un ralenti plan serré sur ça et je me suis dit oh putain la vache, il craque, c'est l'erreur qu'il fallait pas qu'il fasse, ça veut dire qu'il n'entendra pas si quelqu'un entre dans le truc. Dans son appart. Et puis en fait il parle avec sa famille et puis il y a personne qui rentre. Non, c'est juste l'occasion de mettre une séquence un peu émotion pour nous rappeler que ce mec il a des enjeux familiaux et nous faire nous attacher un petit peu plus à ce type. L'idée est géniale, franchement, cette idée de carte SIM, mais je trouve que à partir du moment où on rentre dans la vie de la mère, on retombe dans des clichés, c'est-à-dire que elle est là en train de cuisiner, son fils s'amuse. Et à aucun moment on se dit mais si ça se trouve cette nana elle est au fond du trou, elle croit que son mec il est mort. Moi j'ai pas l'impression qu'elle se soit inquiétée particulièrement. Donc je me dis pas oh mon Dieu c'est fou, il a une femme qui tient à lui. Je me dis c'est un cliché quoi, je pense tout de suite au cliché, je pense pas à la personne qui est touchée par la situation. Encore une fois, ils avaient un truc hyper intéressant, ils s'en sont pas servis. Non. Qu'est-ce que tu veux, c'est fantastique, une femme qui est complètement désespérée, et là ça rajoute un enjeu. Si par exemple elle était là, mais alors complètement dépravée, à la limite de se droguer ou j'en sais rien, enfin c'est un truc vraiment bien badass, tu te dis, mais c'est encore plus important qui se dépêche de finir sa mission et de s'en sortir. Et résultat, non, en fait, finalement, c'est juste tout con pour lui, mais elle s'en tape. Elle a attendu 1 an et demi de plus, elle peut attendre encore un moment. C'est ça, il lui dit même pas au revoir. Il raccroche le téléphone et puis basta. Et une fois de plus, je pense qu'ils sont partis du mauvais pied, ils sont partis du mauvais côté. Ils se sont dit, on va faire un scénar comme ça. Et à un moment. Ça dans la cuisine. Et à un moment, il s'est dit. Ils se sont dit en fait il faudrait qu'on ait un peu plus d'affection pour lui. On va lui remettre sa femme. Et bing, ils ont trouvé une séquence cool à mettre avec sa femme. Mais s'ils étaient partis de la situation, quel problème ça pose, ok ça pose ses problèmes, avec quelle solution on y trouve, mais dans l'ordre du scénario et pas dans des considérations esthétiques, ils auraient pu développer des choses ultra intéressantes comme ce que tu viens de dire exactement. Et resserrer les enjeux. Donc une fois de plus, la simplicité, bordel de merde. Raconter les histoires simplement. Puis je crois qu'il faut prendre chaque élément comme une chance. Chaque élément que tu as dans une histoire, c'est une chance de pouvoir rendre ton histoire encore plus intéressante. Plus tu vas rendre, être pied et poing lié à ton histoire. C'est-à-dire que ton personnage, sa dynamique, va t'imposer des situations, développe-les quoi. Vraiment. Et là je trouve qu'ils sont vraiment... tu le dois dans Donc, si vous voulez voir des putains de scènes d'action, regardez-le parce que franchement, des scènes d'action comme ça avec un bon scénario, ça aurait été génial. Mais là, on n'a pas assez d'éléments pour s'attacher au personnage et du coup rendre ces scènes d'action intéressantes. Voilà, mon avis. C'est vraiment dommage. C'est à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ils se sont foirés au niveau du scénario? À ton avis, il y a des raisons peut-être derrière, peut-être que c'est des raisons économiques, j'en sais rien. Moi, je pense qu'ils ont voulu surfer sur le... Je pense qu'ils ont été surpris par le succès du 1, parce qu'en fait c'est un film qui a été pris dans un festival qui est un pendant du festival de Cannes, c'est le festival de Toronto, le TIFF, Toronto International Film Festival. Et je pense en fait je pense que ce film a été pris là-bas parce qu'il était en effet très efficace, un scénario très simple, il y avait une vraie cohérence je trouve dans la forme et dans le fond, et une espèce de dénonciation de la corruption de la police indonésienne. Donc une espèce d'avis politique. Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'ils ont eu ça et ils se sont dit putain ça a marché. Il a rencontré en plus un certain succès, donc ça c'est on va dire que c'est le succès critique. Il a rencontré par la suite un succès au niveau des spectateurs, succès public. Et voilà, ils ont voulu surfer sur les mêmes recettes. Et un film se fait pas à base de recettes, un film se fait à base d'envie. Là, pour moi, ils sont sur des recettes.
On flippait vraiment dans le 1. Tu te souviens la scène où il est planqué chez l'espèce de mec Ah, il est vraiment et qu'il est dans un pan de dans mur. l'entre-deux, ouais. Il est Ouais. planqué dans un mur. Ouais. Cette scène-là, elle était. Elle est cool. J'ai été un peu gavé au bout d'un moment des scènes d'action déjà dans le 1. Ouais, quand t'arrives à la scène finale d'action, elle est un peu chiante. Ouais. Enfin, moi aussi, j'étais un petit peu. Ça commence tellement fort Ouais. que je trouve. Mais quand même, je trouve que le scénar en fait reprend aussi de l'intérêt vers la fin, Ouais. ce qui fait que du coup, ça équilibre assez fort les choses. Bah juste en fait, j'ai juste envie de te poser des questions par rapport à un truc. On peut peut-être extrapoler, on peut peut-être. Je te pose des questions, mais on n'est plus obligé de prendre appui donc sur ce film-là, mais un truc qui moi je trouve assez intéressant. Moi, c'est basé sur une croyance. Je pense que les deux éléments les plus importants scénaristiquement dans un film, pour le héros, ou en tout cas le groupe héros, et que si tu n'y penses pas constamment, tu peux à chaque moment t'égarer. Et je pense que ces deux éléments, je veux savoir ce que tu en penses, c'est pour moi l'envie et la peur. L'envie du personnage et la peur du personnage. Ça te parle? Non, de manière générale. De manière générale. Ou dans ce film ici, etc. Dans le fait est que dans le 1, le mec a peur, ou que dans d'autres films qui peuvent être, je pense à des films où par exemple, je fais pas l'exemple super con. Du coup, tu connais pas, mais Eastbound and Down, la série avec Danny McBride. Ouais. Ça plaît vachement. Et je crois que pourquoi ça plaît vachement, c'est parce que le mec est plein d'envie. Il a tout le temps envie de plein de trucs. Et c'est hyper communicatif, je trouve, en fait, avec le spectateur. Comme la peur. Nous, on est plein d'envie et on est plein de peur. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps, constamment penser à ça quand tu racontes l'histoire d'un personnage principal. Ça te parle ou pas, ça? Oui. Je suis assez d'accord avec toi. J'aurais juste mis d'autres termes là-dessus. Ouais, peut-être. L'envie et la peur, j'aurais dit l'objectif et les obstacles internes du personnage. C'est-à-dire l'objectif final du personnage, quelle est son envie au scénario. Donc soit sur une scène. Donc son objectif dans une scène, c'est de... Son objectif final, c'est d'aller dans le sud de la France. Il est en Belgique, c'est d'aller dans le sud de la France. Son objectif dans une séquence, c'est de trouver une voiture pour y arriver. Et les peurs, c'est le type a vécu un accident de voiture et pourtant il va devoir braver cette peur pour réussir son objectif. Pour les peurs, je saurais moins dire, mais moi j'aime bien dire le mot envie plus qu'objectif, parce que une envie, on a plein d'envies différentes à plein de moments, et c'est important. Je pense que tu peux raconter l'histoire d'un mec qui a un objectif. Il veut aller dans le sud de la France, par exemple, donc pour aller rencontrer un type qu'il admire depuis très longtemps, qu'il veut enfin rencontrer, admettons. Ouais. Mais sur la route, il a des envies. Il a envie de s'arrêter pour bouffer des chips. Il a envie à un moment, de se dire putain, allez, fait chier. Je me fais une pointe à 180 km/h parce que ça me fait délirer. Plein d'envies à la con comme ça qui peuvent venir, ou alors qui sortent de la causalité du scénario, qui sortent de l'objectif final, mais qui sont quand même hyper importantes. S'il n'a envie que d'une chose, son objectif, c'est plus possible. Non, on est plein d'envie de plein de choses. Oh putain, j'ai envie d'écouter cette musique-là, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Et pour les peurs, j'ai pas d'exemple comme ça, mais je pense que c'est pareil. Plein de petites peurs à la con. Peur, il y a la peur de l'échec, ou la peur
d'un élément qui veut pas que ça rentre en compte, ou je sais pas, mais il peut y avoir aussi la peur de oh merde, j'ai peur de parler à une femme jolie, ou j'ai peur de ci, ou n'importe quoi, tu vois. Tu veux dire des envies et des peurs qui sont un peu sorties Un peu sorti du truc, quoi, qui donne un petit peu de complexité, pas forcément nécessairement de complexité, mais de couleur. C'est de la communication avec le spectateur, moi j'appelle ça. C'est-à-dire une manière de le rapprocher de nous. C'est-à-dire que des fois, quand on va dans le sud de la France, on a bien envie d'aller acheter des clopes ou manger une glace. ouais. C'est ça. Ouais, j'étais en train d'y réfléchir pendant que tu parlais, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant et en même temps... Ça n'empêche pas qu'il faille avoir une... ça doit venir ponctuer occasionnellement, sans prendre trop de place, quoi. En revenant par exemple sur The Raid 2, est-ce que tu crois pas que si le mec avait eu par exemple un moment où on aurait pu comprendre qu'il était fréquemment, il avait la peur, mais la peur où tu le sens que c'est vraiment quelque chose qui serait pas géré si ça lui arrivait, et que du coup ça fait que ça le met dans des situations très particulières, c'est la peur de se blesser en se battant. Par exemple, ça aurait rajouté quelque chose aux scènes de combat. Le fait est que le mec, non, tu sais que s'il se blesse, il a rien à foutre, il sait qu'il peut pas se blesser parce qu'il est trop fort au combat. Ouais. Non, mais la peur de se blesser, ça peut rajouter quelque chose. Ou l'envie, ou de sentir qu'il a envie particulièrement de casser des mâchoires. Et ça peut remettre un peu d'enjeu. Ou que s'il peut casser des mâchoires... S'il arrive à casser 10 mâchoires dans un combat, il a gagné. C'est ça. Et que même quand le mec il est assommé, mais bon, il lui en manquait une de mâchoire, bon, allez hop, il déboîte la mâchoire. Ça rajoute du drôle, ça rajoute... Ça rajoute... Là, ça aurait été chouette parce que le scénario était pas intéressant. Mais des fois, ça peut aussi venir parasiter un scénario qui est passionnant et dont finalement on se fout de ce genre de choses. Faudrait tester en fait, faudrait voir, ouais. Je pense que c'est tout à fait faisable. Je sais pas si des fois, ça pourrait venir parasiter effectivement, ouais. C'est vrai que si des fois t'as un enjeu qui est complètement autre et que tu vois que le héros est en train de se dire merde, mais à quoi il pense, il est complètement pensé à autre chose, alors que nous on était dans le truc dans lequel il nous avait mis, et là finalement il pense à péter des mâchoires, et il a la peur de se couper. C'est ça, pourquoi il pète la gueule, aux gens. Ouais. Faut que ça reste, faut que ça tente toute la séquence. Et c'est vrai que si à un moment il se met à péter des mâchoires, on se dit mais attends, c'était pas ton objectif principal à la base. En tout cas, dans The Raid 2, ils auraient pu se permettre, hein. Sans problème, ça n'aurait rien parasité. Ah ouais, le mec, exactement, il aurait pu tout faire. Je suis sûr qu'on aurait proposé l'idée au scénariste. C'est même le réalisateur. Je regardais justement, je me disais, mais en fait, le réalisateur a scénarisé les deux films. Ouais. Et à tous les coups, il aurait dit oh ouais, trop cool, trop bien. C'est le problème. On peut faire 20 mâchoires. Je te rejoins vraiment sur le fait que c'est le problème du film, c'est qu'ils ont un personnage aussi trop fort, trop parfait. Le type, il a une femme, il l'aime, il a des enfants, il les aime, il est gentil. C'est un bon amant, c'est un mec gentil, c'est un mec machin, c'est quelqu'un de bien. Il est fort, il est indestructible, il a pas mal, il a vraiment tout pour lui, quoi. Ouais. Pas beaucoup d'aspérité, du coup c'est difficile de se projeter sur lui en tant que personnage, en tant que spectateur. Donc c'est un... Moi du coup je le range dans la case d'un mauvais film d'action, quoi. Ouais, c'est ça. Un mauvais film d'action dans le sens où il y a des scènes d'action qui sont cool, mais aucun intérêt cinématographique, quoi. Ouais. Un bon film d'action, un mauvais film, mais un bon film d'action. Ouais, enfin non, même pas, mais un bon film de combat. Avec des bons combats. Un mauvais film avec des bons combats. Voilà, allez. J'ai pas envie de dire qu'il est trop pourri, mais j'ai pas envie de dire non plus qu'il est bien. Non. Ouais. Si vous voulez regarder des bons combats, comme dirait Karine Debache dans Crost, regardez Bloodsport. C'est avec Jean-Claude Van Damme. Ouais. Et bons combats. C'est juste des combats.
c'est assumé. Du coup, pareil, scénario simple, mise en scène Ouais. simple, efficace, Ouais. et des bons combats. Ouais. Voilà. Bon, Eh bah, c'était le mot de la fin. oui, je pense. Bah, merci Arthur. Merci Charlie. Et bah écoute, hein, on va On se remet ça. se remettre ça. Merci de nous avoir écoutés. Si vous l'avez fait jusqu'au bout. Bisous. Bisous.